Bonjour Jeune Afrique. Donc aujourd'hui j'ai fait une session très intéressante avec M. Diak. Donc on a traité des défis énergétiques, donc c'est-à-dire le pétrole, les gaz, donc tout ce qui est hydrocarbures et les énergies renouvelables. Donc il faut savoir qu'au Sénégal maintenant en fait on va bientôt devenir un pays producteur de pétrole. Et donc du coup c'est très intéressant en fait de connaître quels sont les enjeux de ce domaine, donc du pétrole, et quel avantage en fait ces découvertes en fait peuvent apporter au Sénégal. Et donc du coup, M. Jack a apporté une vision assez globale. Donc la vidéo est assez longue, donc une vidéo assez globale en fait de tout le processus de l'exploration à la découverte et à la production de pétrole et quels sont les intérêts qui s'y greffent et quels sont les enjeux à laquelle le Sénégal doit faire face. Et aussi, on n'a pas oublié en fait la transition écologique, donc parce que bientôt, donc le pétrole, comme on le sait, c'est une énergie non renouvelable. Donc à un moment donné, ça va disparaître. Et il faut le savoir, il ne faut pas louper le coche aussi. Parce qu'on a vu des pays comme le Venezuela, en fait, donc qui sont dans des hyperinflations et qui sont dans une grosse crise. Donc ça veut dire qu'en fait que le Sénégal doit apprendre de ce genre de pays pour pouvoir en fait bien mener le financement en fait d'autres projets pour ne pas juste dépendre du pétrole. Et donc du coup on a parlé de tous ces domaines et c'est une vidéo très intéressante et je vous demande de regarder à la fin, jusqu'à la fin. Commentez, abonnez-vous et merci. ba muy gune la dugg daara jeexal téere jàng lekkool jaaxal gaañi jaana wàccu na. Bonjour M. Diak. Bonjour Monsieur Diallo. Donc, bonjour, nous vous recevons pour une chaîne qui s'appelle African Economic Matters, donc qui veut dire l'économie africaine compte. Donc, cette chaîne a pour objectif de traiter les enjeux géopolitiques de l'Afrique dans les domaines de la technologie, de l'économie, et tous les domaines qui participent à l'émergence du continent et qui traitent des sujets réels de l'économie. Et donc, du coup, là, on vous reçoit dans notre programme qui donne la parole à la société civile. Donc, pour débuter, je vais vous demander de vous présenter succinctement. Très bien. Merci beaucoup déjà pour cette invitation et aussi pour le travail que vous faites. Moi, je trouve que c'est important donc de vulgariser certaines informations et surtout d'impliquer la société civile et les jeunes que nous sommes également. C'est ça. Donc, moi, très vite fait, donc, je m'appelle Papa Cherdiak, donc je suis sénégalais comme vous. Et après mon bac, donc, je suis arrivé en France pour mes études. Donc j'ai fait une école d'ingénieur. Je suis diplômé depuis 3 ans et depuis 3 ans en fait je travaille alors pas du tout dans le domaine qui on va dire où on m'attendait. Je travaille dans la finance, donc plus particulièrement dans l'audit, dans un cabinet de la place et j'interviens principalement dans le secteur oil and gas. D'accord. Donc, comme je veux le dire, donc notre interview va plus porter sur les défis énergétiques et de tout ce que vous faites dans ce domaine. Et donc, félicitations pour votre parcours parce que c'est très pertinent. Et donc, pour commencer, en fait, j'aimerais juste, avant de rentrer dans le sujet, qu'on essaie d'expliquer à peu près où on retrouve le pétrole. Je ne vais pas dire le gaz pour l'instant, mais juste le pétrole. Donc, du coup, dans quel dans l'industrie, en fait, dans quel domaine on retrouve du pétrole pour permettre aux gens de connaître l'importance de ce minerai et pour permettre aussi que les gens se disent que voilà, au Sénégal, on a du pétrole, donc tout ce qu'on peut faire avec. Donc, juste les domaines où il y a le pétrole. Alors, je pense que c'est impossible de citer les domaines où on peut retrouver le pétrole. Ça va donc de les téléphones qu'on est en train d'utiliser ont un bout de pétrole, même plusieurs bouts de pétrole en partant du plastique jusqu'à ce qui alimente la batterie avec l'électricité. Le pétrole, on va le retrouver également dans des médicaments, on va le retrouver dans des engrais. C'est un produit en fait qu'on utilise dans plusieurs, en tout cas qui permet d'avoir plusieurs produits finis. Très complexe et voilà, et qui est sujet aussi à pas mal de problèmes. Je pense que nous aurons l'occasion d'en discuter plus en détail dans ce live. Mais voilà, mais le pétrole, c'est une matière première qui finalement, comme l'eau ou le ciment, va permettre de faire beaucoup de choses et les opportunités sont énormes. Donc, merci pour cette précision. Donc, par exemple, même moi, ça m'avait choqué de le retrouver dans les médicaments. Donc, ça veut dire que le pétrole fait partie même de notre santé, quoi, en gros.
Et du coup, pour y revenir, en fait, pour rebondir sur ce sujet, donc avant de parler de production de pétrole et de gaz, donc là, je vais citer les hydrocarbures. Donc, hydrocarbures, donc, il faut tout le temps savoir que pour ceux qui regardent, donc, c'est pétrole et gaz. Donc, pour cette interview, donc, on commence toujours par une phase d'exploration. Donc, ma question serait, en fait, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette phase d'exploration et quels sont les enjeux de cette dernière, notamment, en fait, lors de l'établissement des contrats entre les compagnies pétrolières et l'État, par exemple, nos États africains comme le Sénégal ou le Nigeria, en fait, si on peut prendre large, en fait. Ok. Déjà, je pense que du coup, je vais en profiter pour peut-être rappeler à nos téléspectateurs les trois grandes familles qu'il y a d'abord dans l'industrie pétrolière, à savoir l'upstream, le midstream et le downstream. Donc, il y a ces trois grandes familles-là, et en fait, l'exploration et la production sont partie intégrante de ce qu'on appelle l'upstream. En français, c'est le secteur amont. Et en fait, l'exploration, ça va être quoi? En fait, c'est principalement du sondage. C'est une phase en fait on va dire de l'industrie pétrolière qui est très très risquée et en fait qui nécessite de très gros moyens. Ça commence d'abord par des géologues. Donc, nos amis géologues vont, sur la base de certaines données, essayer de prédire, donc de dire que on pourrait éventuellement retrouver du pétrole à tel ou tel endroit. Je prends un exemple typique, je sais qu'il y a eu des discussions à un moment sur le pétrole parce que, en fait, historiquement, l'Afrique et l'Amérique étaient, on va dire, des continents plutôt liés. Et en fait, quand on a commencé à découvrir du gaz en Amérique latine, ça a amené en fait des déductions finalement assez logiques pour se dire que en Afrique de l'Ouest également, on pourrait découvrir du gaz. Donc, c'est des aspects plutôt, voilà, c'est des gens du terrain qui connaissent un peu ces caractéristiques du sol qui vont prédire et dire, il y a en tout cas une assurance, pas totalement suffisante, mais on pourrait éventuellement trouver du pétrole à ces endroits-là. À partir de ce moment-là, donc, il y a une deuxième phase qui va commencer qui repose donc sur les études sismiques. Donc, en fait, des études sismiques, c'est comme enfin, il y a une image qu'utilise Fary dans ses interventions, c'est que c'est comme une échographie finalement. On fait une échographie du sol. On envoie donc des ondes, des ondes sonores donc, qui reviennent et qui permettent de comprendre un peu la structure du sol et de détecter donc d'éventuelles roches réservoirs qui pourraient contenir du pétrole. Donc, une fois que cette phase-là a été faite, vient une autre phase qui est la phase de forage. Et en fait, c'est une phase où voilà, les géologues ont dit qu'il pourrait y avoir du pétrole ici. On a fait des études sismiques et on a déterminé que oui, il y a une probabilité qu'il y en ait. Donc, ce n'est toujours pas sûr, mais il faut quand même forer pour être sûr. Donc, c'est là où ils vont commencer à forer. Et c'est là où les coûts, en fait, déjà, les études sismiques sont assez onéreux parce qu'on parle quand même de 70 000, 80 000 dollars par mètre carré, mètre carré. Donc, c'est quand même assez énorme. Et donc, en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est une autre phase où on va venir percer. Et là également, selon qu'on est dans de l'onshore ou de l'offshore, donc selon qu'on est en mer ou sur terre ferme, les prix peuvent varier entre 1 million de dollars à 100 millions de dollars. Donc, c'est là où, en fait, les compagnies, les IOCs, prennent beaucoup de risques avec d'autres compagnies indépendantes pour venir essayer de trouver ce pétrole-là. Et c'est toute cette phase, toutes ces étapes-là qu'on recoupe dans la partie exploration. D'accord. Donc, pour répondre à ta question sur les contrats avec les États africains notamment, moi, je pense qu'en fait, vu que c'est une phase qui est quand même assez risquée pour la compagnie pétrolière, qui en plus de cela, que ce soit une concession ou un contrat de partage de production, de recherche et de partage de production, la compagnie, si elle ne trouve pas, c'est pour sa pomme. Donc, c'est elle qui perd. Donc, en fait, dans cette phase-là, je trouve ça déjà assez juste que les codes pétroliers prévoient en tout cas d'emblée
que voilà, une société comme Petrosen puisse avoir 10% donc, de l'entreprise qui va gérer, donc, enfin 10% de la de L'investissement sur la recherche. voilà, c'est ça. Et ensuite que l'opérateur du coup ait 90%. Enfin, ces 10%-là, ils sont gratuits et les 90% permettent de rémunérer le risque que prend l'opérateur. D'accord. Donc, vous l'avez déjà touché, c'était pour en fait revenir à la phase, parce qu'en fait, on avait vu qu'il y avait eu pas mal de débats en fait là-dessus, quand on avait publié notamment les contrats qu'avait signé l'État avec certaines entreprises dans cette phase. Donc, c'est bien en fait d'expliquer et de mettre dans le contexte en fait quels sont les risques qui ont été pris par ces compagnies, donc qui ont fait l'exploration. Et après, donc, du coup, aussi revenir aussi dans la phase de production. Donc, dans la phase de production, pour savoir à peu près, nous, combien on gagne, parce que j'ai vu qu'en fonction du nombre de barils qu'on sort, le Sénégal peut y gagner jusqu'à 50-50, avoir jusqu'à 50%, donc avec les compagnies qui exploitent. Donc, du coup, là, en fait, qu'en pensez-vous, en fait, est-ce que c'est du gagnant-gagnant ou bien c'est un peu, voilà, ça sort, c'est plus l'entreprise qui gagne, quoi. C'est-à-dire que l'État gagne moins que l'entreprise. Qu'en pensez-vous de cette phase? Alors, moi, je pense que les contrats sont effectivement faits pour que l'État s'en sorte gagnant. Enfin, le 50, je pense qu'il faut le décliner en plusieurs choses. Il y aura des composantes comme l'impôt sur les sociétés qui va jouer. Il y a des composantes comme la part de Petrosen éventuellement qui pourra jouer. En tout cas, dans ce qui est capé actuellement par la production en tout cas de pétrole du Sénégal. Mais en fait, toujours, les contrats, ils sont faits, selon moi et selon plusieurs personnes qui se sont penchées sur le sujet, pour que l'État s'en sorte même mieux que l'opérateur. Et en fait, le problème actuellement de ces contrats-là, c'est au niveau en fait de ce qu'on appelle le cost oil. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les contrats qu'on a, c'est des contrats de recherche et de partage de production. Okay. Dans ce type de contrat, donc on va dire, voilà, c'est l'État qui détient, enfin qui a en tout cas la main sur la matière première, et l'opérateur il arrive donc pour faire ses installations et extraire le pétrole. Une fois qu'elle a donc extrait donc son pétrole, donc elle va déclarer ce qu'on appelle donc un cost oil, c'est-à-dire le coût qu'il a eu à dégager pour sortir, pour produire ce pétrole-là. Et en fait, la différence entre le prix de vente et le cost oil, c'est ça qui va faire le profit oil. D'accord. Et en fait, c'est ce profit oil-là que l'État va se partager, que Petrosen va se partager avec l'opérateur. Et l'État également a droit sur ce profit oil-là, en plus de l'impôt sur les sociétés, en plus des emplois qui seront générés. Bref, il y a d'autres indicateurs également qui pourront faire, en tout cas, sur lesquels on pourrait se reposer pour dire que le Sénégal s'en sort gagnant. Okay. Mais en fait, tout l'enjeu, il sera sur l'audit de ces cost oil-là, parce que l'opérateur, il aura tendance à maximiser ses cost oil, yes. Voilà, pour minimiser le profit oil et finalement donner moins de redevances à l'État. Ok, je pense que c'est très intéressant comment vous l'avez expliqué, et je pense que la plupart des gens vont se retrouver. Parce qu'en fait, j'avais aussi vu en fouillant en fait sur la partie de l'Arabie Saoudite, donc la production de pétrole là-dessus, qu'en fait, à un moment donné, c'était 50%, et donc ils avaient 50% comme nous dans notre cas de figure, et il y avait des mouvements de nationalisation en fait qui ont permis que l'Arabie Saoudite ait accès à toute la production parce que du pétrole, quoi. Donc, mais en fait, ce sujet est assez vaste et je pense qu'on va le traiter plus tard. Et là, en fait, on va plus rentrer sur les hydrocarbures. Donc, depuis 2014, on voit qu'en fait, il y a des découvertes d'hydrocarbures qui sont faites au Sénégal. Donc, d'où ma question, en fait, ces revenus suffiront-ils à combler les immenses attentes des Sénégalais, notamment en matière d'emploi, en matière d'infrastructure, et même l'éducation et tout ce qui est service, donc électricité, tout ça. Et juste rajouter, est-ce que aussi, on ne sera pas comme certains pays, donc on ne va pas tomber dans ce qu'on appelle la malédiction du pétrole, c'est-à-dire juste utiliser le pétrole et ne pas développer les autres aspects.
Ok. Oui, très intéressant comme question. Et je pense qu'en fait, la réponse, elle n'est pas simple. Enfin, elle sera, voilà, elle sera complexe. Mais en fait, le pétrole, comme toute autre ressource, je pense, dont on dispose, il faut bien l'utiliser. Et bien l'utiliser, en fait, c'est pas de l'achat-vente. Parce qu'en fait, c'est pas une ressource qui est éternelle, quoi. C'est pas une ressource qui est renouvelable. Elle sera là pour un certain temps. On peut l'optimiser par des CCS et autres, mais elle est épuisable. Donc, il va falloir le temps, en tout cas, le temps où on dispose de cette ressource-là, il va falloir maximiser les profits qu'on peut tirer de ces ressources. Et en fait, dans le cas du Sénégal, oui, en fait, il y a des choses à faire. Il y a l'économie locale déjà à développer. Il y a pas mal de PME qui pourraient potentiellement être bénéficier de cette industrie pétrolière, même si voilà, elles ne seront pas dans l'exploitation elle-même. Mais voilà, le secteur parapétrolier est assez large et je pense que l'expertise locale pourrait bénéficier de cela. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est que il faut en fait que les revenus qui sont utilisés, enfin du coup qui sont générés par le pétrole, soient utilisés dans des investissements du coup qui seront durables, sûrs et qui pourront rapporter de la devise au Sénégal. L'exemple typique de cela, ça va être le fonds norvégien par exemple, qui en fait voilà, reçoit 100% des recettes de la production donc, de pétrole et ensuite est tenu d'investir à l'étranger. Donc, c'est voilà, pour moi, c'est des stratégies comme ça. Alors, peut-être potentiel, enfin, peut-être pas investir à l'étranger. Il y a des choses à faire en local déjà chez nous. Mais voilà, il faut en profiter pour développer d'autres secteurs, investir dans le renouvelable, investir, de soutenir nos PME et essayer vraiment voilà, de diversifier le tissu industriel. L'avantage qu'on a au Sénégal quand même, et ça faut le rappeler par rapport à d'autres pays pétroliers, c'est que le pétrole nous a en fait voilà, nous a rattrapé en pleine marche pendant qu'on avait déjà diversifié notre industrie. Donc en fait le pétrole, il faut pas que le pétrole modifie l'équation économique. Enfin, il faut juste renforcer les coefficients pour que voilà, on rééquilibre l'équation économique, mais pour moi, en fait, on est déjà assez bien parti. Il faut consolider. Yes. Comme vous l'avez dit, donc il ne faudrait pas que le pétrole modifie l'équation économique. Donc, je vais prendre le cas du Venezuela. Donc, comme on dit, comparer n'est pas de raison, mais on voit que, par exemple, pour le Venezuela, donc à la fin des années 90, il produisait en fait 3 millions de barils par jour. Et donc, du coup, alors qu'au Sénégal, par exemple, les estimations nous donnent 100 000 à 120 000 barils par jour. Et pourtant, le Venezuela donc, s'est enfoncé dans la crise avec une hyperinflation parce que toute leur économie tournait autour du pétrole. Et donc, à un moment donné, on imprimait des planches à billets alors que ça ne reflétait pas l'économie du pays. Donc, du coup, ça crée une hyperinflation. Et donc, d'où ma question. Donc, quelle politique et quel business plan pour le Sénégal, sachant qu'au Venezuela, les bénéfices du pétrole ont été investis dans le social. Et on sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de social. Donc, ça peut vraiment être notre cas de figure. Et donc, du coup, comme vous le dites, il faut vraiment que l'investissement touche d'autres secteurs et aussi comment gérer, en fait, je ne vais pas dire mal gouvernance, mais plus la corruption au Sénégal parce qu'au Venezuela, ils avaient le même problème. Donc, quel business plan et comment gérer le problème de corruption? Ok, oui, alors très, très intéressant encore une fois comme question parce que, en fait, quand on touche à des pays comme le Venezuela, on touche également je pense, à tout ce qui est géopolitique et aux sanctions et autres. Et je commencerai par dire, en fait, le premier, on va dire, bouclier qu'il faut avoir quand on est un pays pétrolier, c'est faire vivre, en fait, sa diplomatie. Parce que finalement, en fait, c'est bête de le dire, mais c'est l'un des premiers boucliers, avoir des partenaires, des alliés par-ci, par-là, et ne pas se faire des ennemis. Ça permet en fait d'éviter certaines sanctions qui pourraient faire très, 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 très mal. Surtout quand on sait, voilà, quand ton principal client te met une sanction et avec l'influence que cela peut avoir sur les autres pays,
ça peut faire très mal. On l'a vu en Iran, on le voit, on l'a vu au Venezuela. Mais enfin, les récentes nouvelles, en tout cas, pourraient nous rassurer dans ce sens-là avec avec les résultats des élections. Ok. Mais voilà, donc je pense que le premier volet à développer quand on est un pays pétrolier, c'est cette diplomatie-là. Ensuite, pour aller plus en profondeur, du coup, je pense qu'il faut également développer les capacités de la SAR, de la Société africaine de raffinage, soit de la SAR ou d'autres sociétés de raffinage. Mais en tout cas, il faut que le Sénégal puisse aujourd'hui produire donc comment dire le produit fini finalement et réduire sa dépendance et la fracture énergétique. Et donc une fois que ça se sera fait, les revenus futurs qui seront générés soit par la vente donc des produits finis, que ce soit au pays frontalier ou même peut-être plus loin, il faut, comme on disait au début, il faut les réinvestir. Pas dans le social, ça ne sert à rien. Encore une fois, les subventions de l'essence ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut plutôt, et surtout en fait, c'est complètement comment dire, dégradant pour l'environnement finalement, parce qu'on subventionne des produits qui sont totalement polluants. Donc il faut se mettre dans une autre démarche. Et l'idée là, ce serait d'investir dans les revenus qui seront faits pourront, je prends l'exemple du fonds 6. Le fonds 6 pourrait, par exemple, en tirer, être le grand gagnant du coup de ça. Comme l'exemple du fonds norvégien, le fonds 6 pourrait être là pour récupérer cet argent-là et faire des investissements stratégiques pour le compte du Sénégal et pour développer un peu les secteurs d'activité. Et pour la corruption, pardon. Donc, pour terminer, en fait, je pense que il y a deux approches. Donc, il y a une approche qui va être donc du top-down et une autre qui sera bottom-up. Je pense que dans l'idéal, ce serait que les deux se rencontrent. C'est-à-dire que l'État en elle-même mette donc des institutions assez fortes et mette en fait, crée en tout cas une transparence qui fait que quand il y a un rapport sur telle ou telle chose, que le rapport il soit pas retenu, il soit publié et que ce soit visible. Mais en fait, quand on fait cette approche-là, il faut que d'un autre côté, qui est l'approche bottom-up, et que les citoyens eux-mêmes s'intéressent du coup à la chose publique et s'intéressent à ces publications-là et surtout soit sanctionnent ou en tout cas demandent des explications ou des remises en état. Mais voilà, donc je pense qu'il y a deux mouvements qui doivent se rejoindre. S'il n'y a pas l'approche top-down, c'est pas grave, il y aura potentiellement une approche bottom-up avec mais il faut que les Sénégalais se sentent concernés et s'intéressent plus à la question, parce que plus il y aura de la surveillance, plus on sera alerté et plus on posera des questions, moins ce sera évident en fait de faire des choses aussi flagrantes et surtout dangereuses pour notre pays. Donc, du coup, je vais revenir en fait au pétrole, donc ce qu'on appelle l'or noir. Donc, quand on parle d'or noir, ça renvoie à, comme vous l'avez dit, donc il y a de la géopolitique, il y a plusieurs États qui vont le contrôler. Donc, on note une grande concurrence en fait dans ce domaine. Donc, il y a les États-Unis, donc il y a la Russie, il y a l'Arabie Saoudite. Et récemment, en fait, les États-Unis sont repassés leader mondial dans la production de pétrole. Donc, ils ont trouvé une nouvelle technique qui permet d'extraire en fait le pétrole de schiste. Donc, en général, avant, en fait, ils n'avaient pas cette technique, donc c'est une technique assez nouvelle. Mais le problème, c'est que ce n'est pas assez rentable. Et du coup, on voit de l'autre côté donc l'Arabie Saoudite avec l'OPEP, donc qui veut dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui ont une politique qui permet d'inonder le marché et comme ça va rendre l'exploitation ou la production du pétrole de schiste donc moins rentable. Donc, pour une politique de nationalisation, donc, ce qui veut dire transfert de la propriété privée vers la propriété publique, le Sénégal ne devrait-il pas faire partie de ces blocs comme l'OPEP? Et comme on le voit, en fait, en Afrique, donc il y a le Nigeria, il y a pas mal de pays qui font déjà partie de ce bloc au Sénégal, en Afrique du moins. Donc, est-ce que le Sénégal ne doit pas se positionner dans ce genre de bloc pour pouvoir, en fait,
tirer profit de l'exploitation du pétrole? Alors, oui, bah, sur cette question-là, je pense que elle est d'autant plus complexe parce que ça ne s'arrête pas simplement, je pense, à mes simples connaissances, on va dire financières et générales sur le pétrole. Mais il y a des exemples. Enfin, dans le passé, il y a des pays qui ont quitté l'OPEP et qui sont revenus. L'Indonésie ou le Gabon pour ne citer que cela. Je pense que l'avantage également, enfin, l'OPEP a son avantage, c'est que voilà, c'est comme un réseau finalement, c'est que on est amis avec des pays donc qui produisent ce pétrole-là et en fait ça peut jouer lors de voilà lors de certaines négociations ou même dans les ventes ou autres. Ce qui sera différent potentiellement avec le Sénégal, c'est que, un peu comme l'Égypte, c'est un pays plus gazier que pétrolier. Donc, en fait, l'OPEP, on va dire, a son intérêt, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, c'est dans le levier donc de production qu'on peut abaisser ou lever en fonction du prix, en mettant des quotas ou non. Vu le faible niveau, alors, enfin, il y a des pays qui sont membres de l'OPEP et qui sont potentiellement au même niveau de production que le Sénégal. Mais voilà, donc tout comme l'Égypte, ça va être un pays gazier. Qui dit gaz, marché de gaz, parle de marché local et pas forcément donc un marché assez global comme celui du pétrole. À voir en fait quel sera, je pense, je vais laisser les experts politiques et autres aborder ce sujet peut-être. Et si moi si j'ai des éléments de réponse, je pense que je les partagerai avec vous. Mais voilà, en quelques mots, moi, ce que je pense de cette situation pour le Sénégal. Ok. Et du coup, pouvez-vous nous parler, par exemple, de l'impact du Covid dans le domaine des hydrocarbures? Oh, alors ça, c'était un carnage, on va dire. Euh, Non, c'était un carnage. On a vu du tout, enfin, on a vu les prix négatifs, enfin, entre guillemets, négatifs aux États-Unis sur le WTI. On a vu le Brent qui est descendu jusqu'à $18. On a vu des compagnies pétrolières qui ont déprécié des dizaines une bonne dizaine de milliards de titres de participation, que ce soit pour de la révision de la stratégie ou pour aligner finalement leurs hypothèses de prix sur le nouveau Brent. Parce que finalement, là, le Brent, il est à 40 sur un horizon, on va dire, assez proche. On ne le voit pas remonter au niveau précédent. Donc, les compagnies pétrolières sont toutes en train de réviser déjà sur la base de cette hypothèse de prix-là leur flux pétrolier et les bénéfices qu'ils pourront en tirer. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est au niveau même, c'est un changement de stratégie. C'est-à-dire que le Covid a accéléré comment dire, la prise de conscience des effets du changement climatique. Et du coup, les compagnies pétrolières sont plus enclins à investir dans des solutions, du coup, on va dire, vertes et durables, sachant que, moi, je pense que la raison, elle n'est pas que là, elle n'est pas qu'elles ont envie de devenir plus vertes. En fait, la raison, elle est aussi économique. Okay. On a vu l'exemple de Exxon qui a été sorti du Dow Jones après voilà, je pense que c'est une centaine d'années de présence dans l'indice Dow Jones. Exxon a été sorti parce qu'en fait, elle était trop exposée. Okay. En fait, elle suit un modèle, et c'est quasiment le modèle de toutes les majors pétrolières, sauf que Exxon est vraiment axé pétrole. Elle suit un modèle qui est intégré, c'est-à-dire Exxon va intervenir de l'exploration jusqu'au produit final finalement qui sera livré au consommateur. Et en fait, l'inconvénient de ça quand on est que sur le pétrole, c'est que en fait on est doublement voire triplement exposé. On sera premièrement exposé parce que le baril va chuter. Donc ça, c'est sur la partie exploration de production ou par exemple la valorisation de tes titres
ne vaudra plus grand-chose. Et sur la deuxième partie, ce sera du coup sur le raffinage, par exemple, où on a ce qu'on appelle l'effet de stock, qui en fait qui est impacté du coup par, par le Brent qui baisse, par exemple. Et là, au premier semestre 2020, on a vu un effet de stock qui a été désastreux pour ces branches du raffinage. Donc, en fait, voilà, c'est ces deux effets combinés qui ont fait que le Dow Jones, ils ont dit, Exxon, tu vas sortir et on va ramener une boîte, je ne me souviens plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est une boîte de tech qu'ils ont remplacé, avec qui ils ont remplacé Exxon. Donc, voilà un peu aujourd'hui les effets du Covid sur ce secteur. C'est assez terrible, mais juste revenir pour étayer en fait la lanterne de nos téléspectateurs. En fait, vous avez beaucoup parlé de Brent. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer assez rapidement qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ok. En fait, ouais, il y a deux, on va dire, il y a deux gros indices au niveau du pétrole qui représentent en fait finalement les deux gros marchés qu'il y a. Il y a le WTI qui est le pétrole donc américain. C'est celui-là d'ailleurs qui a été négatif suite au Covid, je ne sais plus, en mars ou février. Et ensuite, on a le Brent qui, du coup, est un peu ce qu'utilisent les pays de l'OPEP, quoi. Donc voilà les deux différences. Les deux se valent quasiment en termes de prix. Là, je pense que le Brent est quand même plus haut que le WTI. Mais voilà, c'est ça que ça veut dire Brent et WTI. Ok, merci. Et du coup, on va revenir parce qu'au début, vous avez parlé de transition écologique, énergétique du moins. Et du coup, pouvez-vous nous parler par exemple, là, en fait, on a le gaz et le pétrole, donc les hydrocarbures. Comment peuvent-ils accélérer la transition écologique au Sénégal? Ok. Déjà, moi, on va dire, je suis pas contre le gaz. Donc, je pense que déjà, le gaz, c'est une bonne, on va dire, étape dans la transition écologique. Donc, le fait de construire des centrales à gaz, c'est déjà une bonne chose de fait. Et en fait, on reste toujours dans la même logique. Pareil que tout à l'heure, quand on disait qu'il fallait investir l'argent dans des PME et autres, là, en fait, les rentes qui sont générées par les puits de pétrole, finalement, ou même voilà, les produits finis du raffinage, il va falloir les utiliser pour financer donc l'acquisition de centrales, soit de centrales solaires ou de centrales éoliennes, la construction de barrages. Voilà, donc des projets qui pourront donc, dans le futur nous garantir une énergie plutôt verte, sachant qu'en fait, il y a une chose qu'on a tendance à oublier en Afrique. On a fait beaucoup d'efforts dans tout ce qui est électrification, mais en fait, on n'en a pas assez fait dans tout ce qui est clean cooking. Donc, en gros, aujourd'hui, dans les cuisines africaines, on utilise beaucoup la biomasse traditionnelle. Et le problème de la biomasse traditionnelle, au-delà de la déforestation que ça entraîne et autres, donc les conséquences écologiques, il y a déjà des conséquences sanitaires au sein même des foyers, en cela que les personnes qui les utilisent inhalent donc des gaz toxiques et qui peuvent leur amener certaines maladies. Donc ça également, c'est un volet qu'il va falloir développer, essayer de ne pas oublier cette partie donc, de clean cooking dans nos différentes stratégies dans le futur. Le Sénégal a déjà franchi une bonne étape à travers du coup le gaz. Je sais qu'en Côte d'Ivoire également, le gaz est de plus en plus démocratisé en tout cas dans les foyers. Reste à consolider ces efforts-là et espérer qu'il y ait d'autres solutions plus vertes pour le cooking. Ouais, j'espère parce que franchement, ce qu'on utilise à longueur de journée, nos mamans, en fait, ce qu'ils utilisent et donc ils peuvent être tombés malades, en fait, comme vous le dites. Donc, c'est très intéressant qu'on se penche en fait sur ce genre de sujet pour, voilà, déjà l'espérance de vie est assez faible, donc du coup, ça pourrait nous aider, quoi. Donc, du coup, en fait, comme vous l'avez dit, donc le Sénégal est un pays plutôt gazier. Et moi, en fait, le problème, c'est qu'en fait,
pour tout ce qui est du marché, en fait. Donc, normalement, il faudrait qu'on essaie de vendre du gaz à l'international. Et sachant qu'en fait, c'est plus la Chine en fait, qui utilise plus de gaz que les autres pays. Donc, du coup, alors que comment on est situé géographiquement avec la Chine, ça ne nous donne pas, ça nous aide pas vraiment. Donc, quelle solution pour trouver des marchés à l'extérieur pour vendre notre gaz, hormis qu'on l'utilise au Sénégal? Alors, moi, je pense qu'on peut effectivement ne pas aller trop loin. En fait, juste à côté, et je pense que, enfin, c'est même pas je pense, mais je suis sûr que ça a été détaillé dans le livre de Farid. D'ailleurs, j'en profite du coup pour faire un petit shout-out. J'aurais peut-être dû le faire au début, mais je vous conseille, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a son livre L'or noir du Sénégal qui est très, très, très bien détaillé, qui part donc de la description du pétrole lui-même et jusqu'au à son utilisation finale et ses enjeux au Sénégal. Et donc, en fait, dans son livre à lui, donc sur la partie du gaz, il parle notamment des marchés dans lesquels pourrait s'implanter le Sénégal. Et parmi ceux-là, il y a le Maroc, qui a un objectif de construction donc, de centrales à gaz, à qui on pourrait vendre notre gaz. Okay. Il y a les pays d'Europe, donc à travers l'océan Atlantique, avec la technologie LNG dans les bateaux. Donc ça également, c'est une chose qu'on pourrait être amené des solutions qu'on pourrait envisager. Donc sur ce marché-là, moi je pense Maroc, Europe, ce serait déjà de jolis débouchés. Ok. Ouais, Farindao, donc pour préciser, et pour ceux qui veulent lire, parce que j'ai vu certaines de ses interviews, ouais, il est vraiment pertinent sur ce sujet. Et du coup, je vais parler je vais revenir en fait, je vais donner des exemples. Donc, on voit par exemple le cas du Brésil, donc qui se distingue par un bilan énergétique assez bien, quoi, je peux le dire comme ça. Donc, avec 47% d'énergie renouvelable qui est utilisée, contre 20% dans le monde. Donc, même les pays très, très développés, donc qui sont puissance mondiale, n'ont pas l'efficacité du Brésil dans ce domaine. Et une électricité de 90% d'origine renouvelable, dont 8% provient de la biomasse. Et du coup, quel rôle peuvent jouer des ingénieurs comme vous qui travaillent dans ce domaine, en fait, dans cette transition, sachant qu'au Sénégal, on peut même s'appuyer sur l'hydraulique, comme vous l'avez cité, donc pour construire des barrages, quoi. Je pense que le premier pas, ça va être pour nous d'être sur place. Mais effectivement, je pense qu'il y a énormément de choses à faire au Sénégal. Et on voit déjà, en fait, que ce soit des ingénieurs sénégalais ou même étrangers qui sont en train de s'installer et de proposer des solutions durables à un marché, du coup, finalement, qui n'est pas très... en tout cas, qui n'est pas branché au réseau, je pense, aux zones rurales. Mais sur des projets à de plus grosse envergure, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que il y a l'expertise sénégalaise sur le pétrole. Alors ça, c'est sûr, il y en a. Moi, j'en croise tous les jours quand je fais des recherches par nom de famille dans les répertoires des boîtes chez qui je travaille. Mais voilà, donc je pense que dans les autres domaines également, j'ai des potes en école d'ingénieur sénégalais du coup qui sont dans ces domaines-là et qui voudraient ce challenge-là, rentrer et saisir ces opportunités-là. Après, à côté, il faut bien sûr, c'est des choses qui demandent beaucoup de capitaux, beaucoup d'investissements. Donc, c'est pas sur un coup de tête qu'on pourrait le faire, ou même sur fonds propres, ça va être compliqué. Donc voilà, je pense qu'il faut une bonne conjoncture entre ceux qui détiennent les capitaux, les ingénieurs, les politiques. Donc une fois qu'on arrive à trouver les bonnes synergies pour créer un environnement propice au développement de ces technologies-là, moi je pense que le Sénégal a vraiment de quoi arriver à un bon mix énergétique et être totalement avoir en tout cas son énergie à sécurité.
Ouais, bah, franchement, je dirais même les Africains, dans tous les domaines que tu prends, ils sont dedans, en fait. Mm. Donc je pense qu'il faut juste que bah, l'État et même les populations s'y mettent vraiment pour que, voilà, qu'on décolle, quoi. Parce que je pense qu'il faut juste de la bonne foi et après, ça va décoller tout seul parce que les Sénégalais ou les Africains sont assez pertinents dans pas mal de domaines. Donc, Mm. je vais revenir. Qu'en est-il du défi de stockage de l'énergie solaire? Donc, pour rappel, les cellules photovoltaïques des panneaux solaires donc, captent la chaleur du soleil, ce qui met en mouvement des électrons qui produisent de l'électricité appelée énergie solaire. Donc, comment en fait on va arriver à stocker cette énergie pour pouvoir l'utiliser, par exemple, quand il fait pas beau ou quand il fait nuit, tout ça là. Alors, je pense que là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Aujourd'hui, malheureusement, bah, enfin, le seul moyen qu'on a du coup pour stocker, en tout cas, une énergie électrique. Bien sûr, il y a d'autres moyens de stocker les énergies potentielles à travers les barrages et autres. Mais pour ce qui est du solaire, en tout cas, pour son stockage, il n'y a que les batteries. Le problème des batteries actuellement, c'est qu'elles coûtent déjà trop cher. Enfin, en tout cas, mais enfin, beaucoup moins cher qu'il y a, il y a 20 ans, mais toujours trop cher. Je pense qu'aujourd'hui, pour installer une batterie, on doit être à. Enfin, le coût pardon, d'une batterie, on serait dans l'ordre de 170 dollars par kilowattheure. Mais après, enfin, au temps d'avant, on était dans les 1000. Je pense qu'il y a 20 ans, voilà, on était à 1000 dollars par kilowattheure. Et depuis, bah, les batteries, à travers notamment la technologie lithium-ion, sont beaucoup améliorées. Et aujourd'hui, on arrive à ce prix de 170, sachant qu'en 2030, vers les horizons 2030, le Bloomberg du NEF a prévu un prix donc, du pack de batterie à 65 dollars par kilowattheure en misant sur voilà, un learning rate donc, de 18% ou 20%, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ils estiment qu'aujourd'hui, avec les efforts qui sont mis, les investissements qui sont faits dans ces technologies-là, on a vu récemment Total et PSA qui se sont alliés pour produire des batteries en Chine. Total ayant acquis Saft, donc une grande boîte belge, je pense, de fabricants de batteries. Et aujourd'hui, bah, on continue dans la même lancée en Chine. Et en fait, c'est principalement ces fabricants de voitures qui vont permettre en fait de réduire le coût, en tout cas des batteries de la technologie lithium-ion et permettre des solutions de stockage beaucoup plus adaptées dans le futur. Après avoir réglé le problème du coût, bah, viendra aussi le problème de la taille des batteries. Et en fait, concomitamment au problème de la taille des batteries, il y a un autre problème qui va exister, c'est le problème de la sécurité, parce qu'on a vu des incendies, plus les batteries sont grosses, plus elles seront dangereuses et plus elles pourront faire des dégâts. Donc ça également, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer assez habilement. Après, sur le solaire précisément, donc là, on a parlé du photovoltaïque, mais en fait, il y a d'autres solutions, dont une qui a été développée c'est en Californie, je pense, aux États-Unis en tout cas, c'est sûr. C'est un truc qui s'appelle, voilà, quand on parle du Nevada, voilà, donc là, au Nevada, il y a un champ qui s'appelle donc le Nevada Solar One, et en fait, qui repose sur les panneaux à concentration. Donc, en fait, c'est les miroirs solaires. C'est les miroirs solaires qui réfléchissent donc les rayons solaires dans un foyer. Et dans ce foyer va circuler un fluide. Et en fait, c'est ce fluide-là qui est réchauffé, qui finalement va se transformer en vapeur. Et cette vapeur va entraîner des turbines. Et en fait, aujourd'hui, cette technologie-là, elle permet d'alimenter une bonne partie de la Californie en énergie verte, du coup. Et ça, en fait, le moyen qu'ils ont trouvé du coup pour stocker stocker, en tout cas préserver la chaleur et ne pas éviter que le fluide, voilà, en tout cas gèle ou refroidisse ou autre, c'est qu'ils ont salinisé la solution.
D'accord. en misant donc sur les choses comme ça. Je pense que en faisant de la chimie ou autre, on pourrait éventuellement arriver. Moi, j'y crois fortement en fait à cette technologie. J'avais fait un projet sur ça en école. Ouais. Et donc voilà, ça également, c'est un moyen finalement qu'on pourrait utiliser de nos jours pour en tout cas, produire en tout cas de l'énergie. Alors la stocker, ça va nécessiter des travaux dans le domaine de la chimie pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour la stocker. Mm. Très intéressant. Et du coup aussi, pouvez-vous nous parler de l'intégration des solutions standalone et de la stratégie d'électricité behind the meter? Alors oui, donc solution standalone, c'est peut-être je vais juste rappeler aux téléspectateurs ce que c'est. C'est le panneau solaire qu'on va mettre en place chez soi, donc en dehors du réseau, qui va permettre d'alimenter ma maison, mon foyer. Et c'est cette électricité-là qui est produite donc, à travers donc en dehors du grid, le grid étant le réseau, donc en dehors du grid qu'on appelle l'électricité behind the meter. Yes. Et en fait, moi je pense que ça va être un des gros leviers sur lesquels l'Afrique va pouvoir jouer pour électrifier les zones rurales qui aujourd'hui sont un peu, on va dire, délaissées. Et en fait, c'est quasi, enfin, on peut pas en vouloir également aux politiques publiques parce que finalement, quand on réalise le coût qui va être dégagé pour électrifier des zones à faible densité, on se rend compte que en termes de parité, en tout cas de prix, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est là où en fait des privés pourraient eux s'intéresser à ces solutions-là. Mais en fait, ces solutions-là, quand on parle de zones à faible densité, déjà, il y a la difficulté d'accès parce que généralement, il n'y a pas des routes pour y aller. Et même une fois qu'on y sera, supposons que le panneau solaire ou la batterie tombe en panne, il va falloir la maintenir. Et c'est là où, en fait, il y a des initiatives qui arrivent. Et c'est en fait dans le domaine des entreprises sociales où il y a des personnes qui vont former une personne localement qui va être chargée, par exemple, de la maintenance de ces unités-là. Donc, ça crée des emplois, ça permet à des gens d'avoir de l'électricité. Mais voilà, donc c'est plutôt, je pense, aujourd'hui, dans ce domaine d'entreprise sociale que ces solutions-là sont utilisées. Et moi, je trouve ça très, très, très pertinent pour l'Afrique pour réduire un peu augmenter notre taux d'électrification. Je trouve, comme vous l'avez dit, ça, c'est à peu près notre vécu parce que dans les zones rurales, en fait, pour la plupart, il n'y a pas d'électricité. Et donc, vraiment, ça permettrait qu'ils soient au même niveau que ceux qui sont en ville, par exemple à Dakar, quoi. Et du coup, pouvez-vous nous parler du financement carbone, donc les opportunités, les perspectives et les contraintes? Ok, alors oui. Le financement carbone, donc qu'est-ce que c'est déjà en fait? Donc il y a ce qu'on appelle un marché carbone déjà. C'est que dans les pays notamment européens ou même maintenant il y a pas mal de quotas dans plusieurs pays même du monde, pas que européens, à travers les accords climat. Donc en fait, le marché carbone, c'est quoi? C'est les entreprises, finalement, elles sont capées en termes de production d'émissions de CO2. Okay. Supposons que je sois une entreprise de métallurgie, on me dit je ne peux pas dépasser tant de kilogrammes de CO2 tant de tonnes de CO2 par an. Et en fait, moi, je dépasse mon droit du coup d'émission de, disons, 10%, ou voilà, donc disons une tonne. Je dépasse d'une tonne et j'ai pas envie d'avoir une pénalité ou quoi que ce soit. Donc, en fait, il faut que j'aille me faire financer dans le marché carbone. Il faut que j'aille acheter un crédit carbone. Okay. Et qui va me vendre ce crédit carbone-là? C'est en fait sur un autre, de l'autre côté donc de la transaction, on retrouve une entreprise qui, elle, plutôt que d'émettre du CO2, elle en a soit pas assez émis, ou en tout cas, elle en a économisé. Okay. C'est-à-dire au quota, quoi, au seuil qu'il a. Par rapport, voilà, c'est ça. Donc, et ça, c'est un peu, ça fait un peu sujet actuellement, je sais, en Europe, le sujet des quotas, parce qu'il y a des boîtes qui finalement ont des quotas
n'atteignent pas ces quotas et se vendent du coup le solde dans le marché carbone et qui du coup augmentent leurs bénéfices encore, enfin une deuxième fois. Surtout que parfois quand on regarde les secteurs d'activité, on se rend compte que potentiellement ils n'étaient pas si éligibles que ça, Ouais. en tout cas à ce niveau-là. Ouais, voilà. Donc, mais par contre là, ce qui va être possible, et ça je trouve que c'est totalement noble, c'est que quand finalement on fait un investissement vert, bah, on a économisé, en fait, on participe à une économie de CO2. Et donc, on peut se faire certifier voilà, tant d'économies de CO2 par an. Et cette économie de CO2, on peut le revendre sur le marché. Et il y a des initiatives en Afrique, donc des startups, enfin, startups, c'est des PME plus que des startups, qui se sont financées donc, à travers ce dispositif-là. Ok. Histoire de pouvoir financer leur. Je sais qu'il y avait, alors j'ai oublié son nom, mais il faisait des fourneaux. En fait, il fabriquait des fourneaux qui étaient très écologiques, et qui du coup Ok. permettaient de réduire la quantité de CO2 qui était émise dans l'atmosphère. Et au titre de cela, bah, cette entreprise-là a réclamé donc, des crédits carbone qu'elle a revendus sur le marché, histoire de se financer et subventionner un peu le prix de vente de ces fourneaux. Donc ça, D'accord. c'est une stratégie qui pourrait être utile pour se faire financer, on va dire, intelligemment. Mm. Bah, je trouve que c'est très intéressant, sachant que bah, nos villes, par exemple, si je prends le cas de Dakar, est hyper polluée. Du coup, si on commence à utiliser ce genre de technique, bah, ça peut vraiment aider la population. Parce que là, en fait, au final, on étouffe quoi, dans ces villes. Exact. On étouffe, on tombe malade et C'est on ne ça. s'en rend pas tellement compte. Ouais. Ouais. Et du coup, je vais rebondir sur les PME. Donc, quel est le rôle des PME et plus généralement, en fait, du secteur privé dans l'électrification de l'Afrique? Moi, je pense qu'elles ont un rôle en fait central. Mhm. Mais quand je dis central, c'est vraiment central. L'État, en fait, l'État va définir une politique. Mhm. L'État facilite. Euh, mais on va dire, c'est au, pour moi, c'est au privé, au secteur privé sénégalais, Mhm. de prendre des initiatives. Je le dis souvent et voilà, je pense que le privé sénégalais, malheureusement, ne prend pas beaucoup d'initiatives, Mhm. investit plutôt dans l'immobilier, qui est une valeur sûre, ou même quand on voit les comptes en banque, moi, quand je me suis amusé à aller regarder des créances, je ne sais plus où, enfin, pardon, les, les disponibilités dont dispose telle ou telle banque, et tu te rends compte que finalement, bah, en fait, c'est simplement de l'argent des Sénégalais qui dort en banque, que les banques utilisent pour faire enfin, investir soit à l'étranger ou autre, mais du coup qui aurait pu être utilisé pour investir au Sénégal. Moi, enfin, ça me déprime. Je peux pas comprendre 1 milliard qui dort sur un compte bancaire quand il n'y a pas d'emploi, il y a Ouais. pas d'emploi dehors. Et d'autres, enfin, là, je parle d'1 milliard, mais ça aurait pu être 2, 3, je pense qu'il y en a 10 ou 15. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que le privé ne prend pas trop d'initiatives. Après, l'État doit faciliter également. L'État doit faciliter. Je pense que sur ce volet-là, il y a des choses à faire, pas que sur l'électricité, mais on va rester du coup sur l'aspect électrique. Je pense que l'État peut encore plus, enfin, et davantage faciliter les choses, Mhm. mais il faut que les capitaux sortent et que les privés acceptent de prendre des risques. Mhm. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on manque de challengers quoi, dans ce domaine. Ouais, Parce qu'en fait, ouais. en gros, c'est la sécurité qu'on joue dans nos Mm, pays, donc en privilégiant l'immobilier exact. et ne pas prendre des challenges, quoi, genre dans le domaine Il y a des. pas mal de startups C'est qui ça. demandent qu'à se faire financer, des C'est jeunes ça. qui demandent qu'à se faire financer. Voilà, et parfois c'est de faibles montants. Hein. Moi, Mm. j'ai été start-upper et je sais qu'au début, on a galéré à avoir le capital minimum pour déclarer notre entreprise étant simplement étudiant, quoi. Mm. Donc, je pense que sur ce volet-là, il y a des choses à améliorer. C'est sûr.
Et du coup, bah, pour revenir aux pays africains, donc le Sénégal peut-il s'inspirer de certains pays africains qui ont commencé très tôt l'exploitation et la production de pétrole et aussi peut-être dans le domaine de la transition énergétique? Voilà, alors je sais pas si c'est moi qui n'ai pas trop de culture, mais je connais pas, on va dire, une success story africaine en termes de pétrole. Malheureusement, bah, peut-être que je ne me suis pas assez penché sur le sujet. Si vous en avez en tête, moi je veux bien savoir, mais je pense qu'il y a surtout en fait des leçons à tirer. Mmh, Moi, quand je regarde, en fait, voilà, quand je fais quand je regarde le continent africain, je me dis surtout, il y a des leçons à tirer et que le Sénégal doit impérativement éviter de faire certaines choses. c'est sûr. Sinon, bah, on en sera Ouais, au même niveau qu'actuellement, quoi. ouais, Éviter surtout de voir sur le court terme. Je pense que c'est un gros problème enfin, général. mmh, Euh, on voit trop le court terme et pas assez le long terme. ça c'est sûr. Et du coup, qu'en est-il de l'après-pétrole, donc pour nos pays? Euh, alors, enfin, moi, j'ai très longtemps dit que qu'il fallait, enfin, que l'après-pétrole, c'est pour bientôt. Alors, enfin, bientôt, oui, certains diront non, il y a encore assez de barils pour tenir encore une centaine d'années ou même 50 ans ou 100 ans. Mais, euh, mais quand je dis en fait l'après-pétrole, c'est maintenant, c'est que voilà, c'est que ça a déjà commencé, quoi. Mmh, Et il faut pas qu'on soit en retard et qu'on s'en morde les doigts dans 20 ans ou 30 ans, parce que tout à une chose est sûre, c'est que les choses vont aller vite. On l'a vu là avec le Covid, les choses sont allées très très vite mmh, et on n'est pas à l'abri d'une deuxième, voilà, une deuxième, un deuxième phénomène comme ça qui ferait que mmh, bah, la transition écologique devrait aller très très vite. mmh, Donc, mmh, pour moi, en fait, l'Afrique après pétrole, elle commence maintenant. Et c'est mmh, maintenant qu'il faut faire les investissements dont on a parlé. C'est bien, le Sénégal a mis en place donc, ce qu'on appelle le COS Pétrogaz. Moi, je trouve que c'est les choses comme ça en fait qu'il faut dans le pays, histoire de bien gérer cette ressource mmh, clé, primordiale et qui pourrait nous aider à régler beaucoup de problèmes finalement. c'est sûr. Mais en tout cas, pour dire les choses très simplement et très clairement, l'après-pétrole, c'était hier et il va falloir accélérer les choses. Ouais, c'est sûr. Monsieur Diack, donc votre dernier mot? Moi, je dirais tout simplement, donc, merci beaucoup déjà encore une fois, pour cette opportunité. Pour moi, c'était très, très, très intéressant. On a pu aborder pas mal de sujets. Pareil. Je pense qu'il y a certains de nos téléspectateurs qui pourront peut-être nous apporter d'autres éclairages Mmh, ou en tout cas s'il y a des zones d'ombre à certains moments de l'interview, on pourrait en parler. Et moi, en tout cas, c'est avec plaisir que je prendrai cette opportunité-là. mmh, Sinon, moi, je pense que euh, il faut aimer l'Afrique c'est ça. et il faut tout lui donner. Tout lui donner. Alors, j'ai souvent comme habitude de dire que euh, ce qu'il faut en fait, c'est représenter l'Afrique. Mmh, Il faut représenter l'Afrique. Alors, l'idéal, ce serait d'être sur le terrain et de le faire fidèlement. Mais quelqu'un m'a dit, enfin moi c'est ce que je pensais, mais quelqu'un m'a dit, et à juste titre, que est-ce que je pense que Sadio Mané ne représente pas l'Afrique? ça c'est Bon, sûr. effectivement, je lui ai dit que Sadio Mané représente bien l'Afrique. Mais donc voilà, le mot de la fin, c'est donc, je vais les résumer juste en cela, c'est portons l'Afrique dans nos cœurs, où que nous soyons dans ce monde, et œuvrons pour l'Afrique, où que nous puissions être dans ce monde. Mmh, Ne jamais laisser l'Afrique seule, et l'Afrique ne nous laissera, je pense, jamais seule. bah, c'est sûr.
Bah, je pense que ça, c'est des mots forts en fait que vous avez dit là. Et je pense que voilà, c'est un flambeau, c'est un drapeau en fait nous tous nous devons porter. Et voilà, voilà jusqu'à ce que voilà, nous, l'Afrique se décolle et comme ça, on pourra être fiers de nous. Et c'est vraiment un combat sur 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, mais Mm. ce combat, faut qu'on le mène. Faut pas qu'on se dise c'est dans 50 ans, mais il faut le mener à un moment donné pour Mm. voilà, que peut-être même nous, si on n'en profite pas, mais nos fils pourront en profiter, nos petits-fils aussi. Exactement. Comme dirait un de mes autres grands, Mm. Dangai Dafarsi. Donc, tu fais, voilà, tu fais ta part du job C'est ça. et tu n'as pas la prétention de tout faire Mm. et de tout changer, mais en tout cas, tu fais ta part du job. C'est Et ça, c'est c'est ça, ça. important, faire sa part du job. C'est ça. Chacun apporte son pierre à l'édifice, comme on dit. Donc, Exact. voilà. Bah, merci, M. Diack. Merci à Et vous. c'est ça. N'oubliez pas de commenter tous les téléspectateurs et de partager votre opinion, comme il l'a si bien dit. Et voilà, il y a d'autres choses qui viendront. Et si bah, vous avez des commentaires ou peut-être des zones d'ombre, comme il a dit, on pourra apporter d'autres éclaircissements. Merci à vous. Merci.